Bienvenue à la Foire de Savoie pour cette conférence économique. Je suis ravie d'être avec vous, cette année encore, pour vous proposer d'écouter des chefs d'entreprise, des dirigeants qui, chacun à leur manière, ont fait changer d'échelle leur entreprise. Ils ont en commun une certaine idée de la croissance. Durable, humaine, réfléchie. Avant de les accueillir, remercions les organisateurs de cette conférence et les partenaires. L'antenne savoyarde de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la Chambre de commerce de Savoie, le réseau Entreprendre Savoie, la Chambre des métiers, les Savoie Mont-Blanc Angels et bien sûr Savoie Expo qui nous accueille, qui accueille la foire. Et je vous invite à découvrir l'exposition Les trésors des pharaons, ça mérite le détour. Je remercie aussi les partenaires de cette conférence, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et l'hebdomadaire Éco-Savoie-Mont-Blanc. Sans perdre de temps, je vous propose d'accueillir nos invités. On va commencer avec Michel Grebeau, fondateur de l'entreprise Les Trois, Romain Segros, repreneur des entreprises Mécade, Baloki et Bucari, Anthony Veuillet, dirigeant de CIMEF, et bien sûr notre grand invité, Fanny Laitier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur et auteure du livre, ou plutôt du carnet de croissance pour PME et ETI, comment doubler la taille de votre entreprise. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre, c'est ça? Allez-y, asseyez-vous. Allez-y. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. À travers vos visions et vos expériences, nous allons évoquer les leviers et accélérateurs de la croissance. Le rêve et l'ambition de chaque chef d'entreprise, la nécessaire lucidité aussi qu'il faut avoir au quotidien, la place des valeurs, des collaborateurs, des associés et de l'accompagnement dans cette aventure qui est toujours collective. Pourquoi pas vous donner envie aussi à tous, vous dirigeants qui êtes ici, de faire changer votre entreprise d'échelle et de réaliser votre plein potentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les garde pour la fin et nos invités seront ravis d'y répondre. On va commencer avec vous, Fanny. Merci d'être ici et de nous rejoindre en Savoie. Votre parcours s'articule autour d'une conviction. Permettre aux PME et ETI de réaliser leur potentiel est un enjeu national. Vous nous expliquez ? Oui, merci. D'abord, je suis ravie d'être ici pour ce bel événement régional. Je suis très impressionnée par l'affluence, en fait, 400 exposants, 90 000 visiteurs. C'est incroyable de voir une telle énergie en région et puis tout un écosystème qui joue collectif. Donc, ça fait plaisir d'être là. Effectivement, moi j'ai un parcours atypique, haut fonctionnaire, investisseur, banquier, auteur. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui fait le fil rouge de tout ça? C'est cette conviction que tu évoquais, Justine, cette idée que financer, accompagner nos PME, leur permettre de devenir ces fameuses entreprises de taille intermédiaire, c'est un enjeu national, c'est un enjeu qui est tout simplement celui de l'emploi dans les territoires. Juste pour donner quelques chiffres, on a en France une centaine de grands groupes qui ont leur siège social en France. Ces grands groupes-là, entre 2009 et 2016, ont détruit 90 000 emplois. Pas forcément à travers des grands plans sociaux, toujours, tout simplement parce que leur empreinte géographique mondiale fait que leur effectif France est déjà trop important par rapport à la taille du chiffre d'affaires France dans leur chiffre d'affaires mondial. Sur la même période, 2009-2016, 3 000 entreprises, allez, si on grossit un peu, 5 000, si on compte celles qui appartiennent à un groupe, qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, qui sont celles qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires, mais qui ne sont pas encore des grands groupes. Ces entreprises-là ont créé 150 000 emplois. C'est 200% de la création nette d'emplois en France. Ça veut dire qu'elles ont compensé les destructions d'emplois par les grands groupes. Et puis à côté de ça, on a une énergie incroyable dans la French Tech. Quand j'étais chez BPI France, on finançait quasiment toutes les startups. Donc, je peux vous dire qu'il y a à peu près 15 000 startups en France. Et c'est une chance pour notre pays en termes d'innovation. Mais l'impact sur l'emploi, il reste quand même assez marginal. 75% des emplois aujourd'hui en France sont occupés par des PME, TPE, qui en moyenne ont une croissance, on va dire, 0+.
Voilà. Donc tout cet enjeu, c'est d'arriver à faire bouger ce tissu-là et d'arriver à insuffler des dynamiques de croissance. Et ma conviction, c'est qu'il y a partout en France, partout dans les territoires, des énergies incroyables qui demandent qu'à être réveillées. Et pour ça, il faut deux choses. Du capital financier, un peu, on pourra en parler, mais beaucoup de capital humain. Et puis, une culture aussi, celle de la croissance, celle du rêve entrepreneurial, qui anime beaucoup, mais qu'on n'extériorise pas forcément. Donc pour faire ça, globalement, j'ai commencé à Bercy et j'ai fait du financement de l'économie, réglementation des banques, assurances, marchés financiers. J'ai, pendant la crise, voulu être aux côtés des entreprises en difficulté. Donc, j'ai dirigé une structure qui s'appelle le CIRI pendant 3 ans, entre 2009 et 2012. C'était un moment où ça tombait assez fort. Et ça a été, je pense, ma vraie école de formation, d'être à côté de chaque entrepreneur pour reconstruire des plans de rebond. J'ai appris beaucoup, cas par cas, chaque cas étant différent. Et comment, en fait, finalement, faire front uni, actionnaires, dirigeants, banques, clients, fournisseurs, pour rebondir. Ça m'a beaucoup formée. Puis je suis partie chez BPI France, une aventure incroyable que la naissance et le développement de BPI France pendant 6 ans. J'ai dirigé les fonds d'investissement PME et j'ai créé des accélérateurs dédiés aux PME. Il y en avait beaucoup pour les startups, il n'y en avait pas beaucoup pour les PME. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est ça, vraiment aller plus loin dans cette logique de fabriquer des ETI françaises. Et pour ça, j'ai voulu d'abord transmettre, c'est-à-dire rédiger ce livre dont on parlera tout à l'heure. Comment doubler la taille de votre entreprise. C'est pas mon livre, c'est le livre dont l'entrepreneur est le héros. C'est le livre où j'ai rassemblé tout ce que les entrepreneurs m'ont appris et que je me suis senti le devoir de transmettre. Et puis, à force de côtoyer des entrepreneurs, je suis devenue moi-même. Et donc, j'ai créé cette société d'investissement, Généo Capital Entrepreneur, avec des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Merci Fanny pour cette présentation. Je vais revenir sur un point. Et j'aime beaucoup cette phrase de Xavier Dolan qui dit « Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Fanny, est-ce qu'on sait rêver en France? Est-ce qu'on s'autorise le rêve? On a un vrai problème culturel, psychologique, collectif, avec le rapport au rêve. Moi, je cite souvent Steve Jobs. Si vous tapez Steve Jobs 1984 sur Google, vous allez trouver une vidéo où il dit « J'adore la France. Vous, les Français, vous avez tout pour être numéro 1 mondial. Vous avez des écoles incroyables, vous avez des ingénieurs incroyables, vous avez un vrai talent pour l'innovation. Il vous manque une seule chose, c'est de changer votre rapport à l'échec. Vous, les Français, vous acceptez pas l'échec. Finalement, on échoue une fois et puis on est marqué au fer rouge. Moi, je me suis toujours battue quand j'étais à Bercy contre ce système de notation de la Banque de France qui non seulement note les entreprises, mais note aussi les dirigeants. Alors, c'est pas facile de faire reprendre une entreprise en difficulté quand le type sait que si ça marche pas, il trouvera plus jamais de financement de toute sa carrière. Ce rapport à l'échec, c'est ce qui nous plombe. Et Steve Jobs disait, nous, dans la Silicon Valley, on passe notre temps à échouer, puis à recommencer. Puis comme on a appris de nos échecs, on est meilleur. Et c'est pour ça qu'on sera numéro 1 mondial. C'était en 84 et c'est encore très, très vrai. Voilà. On n'ose pas parce qu'on a peur d'échouer et on se dit que si on échoue, on va être mal considéré, on a peur du regard des autres. Ça, c'est un vrai sujet pour moi. Aujourd'hui, il faut complètement arriver à passer au-dessus de ça et s'autoriser le rêve. Le rêve entrepreneurial, c'est aujourd'hui, alors il y en a qui parlent de raison d'être, il y en a qui parlent de mission statement, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, mais c'est cette idée que, en fait, une entreprise, elle est là pour une bonne raison, elle a des choses à faire. Et si on n'a pas un rêve entrepreneurial, alors je vois pas très bien comment on peut même commencer une discussion sur la croissance. Parce que pour faire briller les yeux de ses clients, pour leur expliquer qu'on leur apporte quelque chose, parce que pour attirer les talents, et on y reviendra, c'est le principal sujet aujourd'hui, attirer les talents, il faut raconter une histoire. Et raconter une histoire de croissance, c'est raconter un rêve. Tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés en ont un, au fond d'eux-mêmes, mais ça prend bien quelques jours de discussion pour arriver à le faire sortir des tripes. Or, il est dans les tripes, en réalité.
Alors parfois on peut dire mais c'est complètement utopique, on peut pas non plus. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à jouer petit bras. On préfère dire non mais on va faire quelque chose de raisonnable, bien proportionné, etc. Mais il faut se lâcher. Enfin, quand on voit pitcher les Américains, on comprend très très vite, ou pitcher les Chinois, on comprend très très vite que si on joue petit bras, on n'est pas non plus crédible. Ça veut pas dire être hors sol. Il faut, on le verra, s'organiser sur l'exécution. Mais on peut être très très bon dans l'exécution, mais mourir dans l'exécution parce qu'on n'a pas de relais de croissance. Il faut s'autoriser le rêve et ensuite s'organiser pour l'exécuter. Donc pour doubler la taille de son entreprise, il faudrait trouver un équilibre entre le rêve, l'ambition et une certaine lucidité. Voilà, moi je crois à la superposition des temps. Vraiment le vrai challenge de l'entrepreneur, c'est d'arriver à gérer le court, le moyen et le long terme. Je ne crois pas qu'il y ait d'histoire de croissance indépendante, entrepreneuriale, sans rêve à long terme, on en a parlé. Et donc, il faut bien se dire, voilà, moi, dans une génération, ma boîte, je la vois là. Je la vois à cet horizon-là. Il faut arriver à se projeter sur le long terme et construire à long terme parce que c'est ce qui fait qu'on investit en permanence, parce que le but est clair. C'est comme un sportif de haut niveau. Moi, quand j'ai couru mon premier marathon, mon coach m'a dit, mais visualise toujours la ligne d'arrivée. Bon, on va pas la visualiser. On sait très bien que c'est pas le kilomètre suivant. Il y en a 42 à faire. Mais voilà, on a cette vision à long terme de on va y arriver. Et c'est ça qui donne la niaque. Pour autant, le défi du court terme, il est là en permanence. Je veux dire, il y a la trésor à gérer, il y a un client qui est pas content, il y a un cadre important qui part. On est tout le temps obligé de gérer le court terme. Et puis au milieu, il y a le moyen terme, qui est souvent ce qui est oublié. C'est comment je construis à 4-5 ans un plan d'action opérationnel qui me met en mouvement vers mon objectif de long terme et comment je m'organise. Et ça, cette superposition des temps, c'est vraiment la clé. C'est toute la réflexion sur comment je vais m'entourer, comment je vais m'organiser, parce que c'est pas moi qui vais gérer tous ces 3 temps en même temps. Mais peut-être je peux avoir une gouvernance, mais peut-être je peux avoir des personnes clés autour de moi, et peut-être en fait je peux aussi m'appuyer sur des experts pour m'aider. Voilà, la lucidité, c'est aussi la lucidité sur le marché. Il n'y a pas d'entreprise sans client, et parfois on le perd un peu de vue. En France, on est tourné vers faire des belles choses. On est une nation d'ingénieurs, de créateurs. On aime bien faire des jolis produits. Mais il faut que ce produit rencontre un marché. Il faut qu'il y ait un client pour ça. Et ça, en fait, on le perd parfois de vue. On n'est pas une nation de vendeurs. On a des grandes écoles de commerce, on a des écoles de commerce régionales tout à fait intéressantes aussi, mais qui sont devenues des écoles de management ou des écoles de finance. Il y a à peine 15% des étudiants en école de commerce qui finissent dans les métiers de la vente ou du marketing. Parce qu'en fait, on ne valorise pas la fonction commerciale. Mais il n'y a pas de croissance sans chiffre d'affaires, et il n'y a pas de chiffre d'affaires sans clients, et il n'y a pas de clients sans culture commerciale. Alors je pense que la lucidité, c'est vraiment d'arriver à en permanence se dire « Ok, mais est-ce que j'ai bien remis le client au centre de mon raisonnement ?» C'est pas la beauté de mon produit intrinsèque, c'est pas la qualité de la technologie, c'est pas ce que mes équipes ont eu plaisir à construire. Tout ça, c'est important, mais c'est est-ce que ça répond aux besoins de mon client. Et cette lucidité-là, il faut l'avoir en permanence et dans tous les temps, parce que les besoins de nos clients évoluent. Il faut les suivre. Il faut les suivre à court terme, il faut les suivre à moyen terme, il faut les suivre à long terme. Donc on est aussi dans cette logique de superposition des temps. Merci Fanny. On va découvrir un peu vos entreprises puisque vous êtes des entrepreneurs du territoire et vous allez, je crois, illustrer les propos de Fanny. Vous avez fait tous significativement changer vos entreprises d'échelle. On va commencer avec vous. Anthony, vous nous parlez un petit peu de CIMEF. Donc bonjour à tous. Donc CIMEF Industrie a été créé en 2010, en pleine période de crise où tous les industriels rapatriaient leurs sous-traitance externe. Nous, on a fait le choix de proposer ce service-là. Donc on a créé effectivement en 2010 et en accent une solution globale de sous-traitance, c'est-à-dire de câblage électrique, d'intégration, de développement de produits. L'idée c'est on vous construit, on vous assemble, on vous développe votre produit de A à Z et derrière vous n'avez plus qu'à le vendre. Voilà. Donc cette solution-là a été mise en place pour de nombreux clients
compliqué au début. Et puis on a acquis plutôt de la notoriété auprès de nos clients et surtout de la confiance. Voilà, une jeune entreprise, c'est compliqué, il n'y a pas d'arriéré, il n'y a pas d'historique, rien du tout. Donc voilà un petit peu l'idée de ce qu'on a pu créer. On fait un petit peu moins de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 35 et 40 personnes. Vous avez commencé, vous étiez combien? On était 2. Voilà. au bureau en soirée et le week-end, et puis en production la journée. Donc des très bons souvenirs. Petit clin d'œil à nos épouses, parce qu'elles ont aussi participé à ça. L'entourage. Donc important, parce qu'on parle aussi d'entourage, de vie de chef d'entreprise et de soutien. Et elles ont été l'un de nos premiers soutiens, si on peut le dire. Puis après, derrière, bien sûr, les institutions, le réseau, le comptable, le banquier, enfin voilà, SCCI, bien sûr. On va y revenir. Et Fanny l'évoquait à l'instant, la France est une nation d'ingénieurs. Quand vous avez commencé l'aventure, Simef, Anthony, vous étiez un commercial dans l'âme? Simple technicien. Petit technicien, j'ai pas fait d'école de commerce. J'ai un BTS en conception de produits industriels. J'avais jamais fait de commerce. Je gérais de la production, différentes choses, des achats, développement de produits. Et puis il a fallu prendre le bateau de pèlerin, se présenter devant des prospects. Et puis finalement, l'échange est venu naturellement. On a échangé, on a écouté. La règle qui nous a aidés, c'est d'écouter son client, de questionner. Et comme on dit un petit peu dans le jargon, partir en découverte. Et ça, c'est la base première pour développer le commerce. Merci pour votre témoignage. On va passer la parole à Michel de l'entreprise Les Trois. Alors Michel, vous êtes un des fondateurs de l'entreprise Les Trois. Vous nous en parlez aussi un petit peu? Oui, bien évidemment. Merci d'abord de nous accueillir ici. Et c'est bien évidemment avec fierté que je vais représenter l'entreprise Les Trois. Donc nous sommes 2 aujourd'hui, les 2 créateurs de l'entreprise. Petit coucou à Jean-Rémy qui se cache derrière. Nous étions 3 à la base, d'où le nom Les Trois. Voilà, Serge nous a quittés en 2014, mais bon, voilà, tout simplement, nous, lorsqu'on a créé l'entreprise, après un parcours salarié qui nous semblait accompli, nous sommes des cuisiniers, BEP de cuisine, ensuite restauration, gastro pendant 14 ou 15 ans. Nous sommes rentrés en restauration collective pour avoir un petit peu d'aisance familiale, c'est complètement faux. Et donc c'est là où nous sommes rencontrés avec Jean-Rémy et Serge à l'époque, donc on a travaillé dans différentes sociétés de restauration collective. Et puis, on s'est rendu compte au bout de quelques années, sans doute un petit peu tard, mais c'était sans doute pas le moment aussi, qu'en fait, le métier qu'on avait appris et que l'on pratiquait chaque jour n'avait rien à voir avec ce qu'on avait appris, justement. Et on s'est dit, bon sang, qu'est-ce qu'on fait? Retrouvons nos valeurs, tout simplement, et on a décidé à ce moment-là de créer notre entreprise. Et c'était en 2008, période pas facile également. En 2008, en redonnant tout simplement du sens à notre métier, c'est-à-dire remettre le cuisinier au centre de ses cuisines, se tourner vers une agriculture locale plutôt que de faire bosser l'agroalimentaire mondial, aller voir des producteurs de proximité qui allaient être respectueux bien évidemment des saisons. Quand on travaille avec des producteurs locaux, forcément les saisons suivent aussi. Et puis aller chercher des produits plutôt labellisés, puisqu'on part du principe aussi d'un certain constat. On se dit, si je prends souvent l'exemple du fromage, beaucoup de producteurs, beaucoup d'agriculteurs ont travaillé les appellations pendant des années. Et nous, puisqu'on a choisi le secteur plutôt de l'enfance et de la petite enfance, c'est d'aller proposer plutôt des produits de ces producteurs-là, plutôt que de leur faire découvrir des petits fromages en coque rouge, ou autres triangulaires, ou carrés, etc. Voilà. Donner du sens à notre métier, pour nous, c'était ça. Donc, chose qu'on a pu faire rapidement. Heureusement, on a eu un petit peu de chance parce que rapidement, on voulait aussi créer une cuisine centrale. Notre première cuisine centrale, on s'est mis sur le marché de la restauration collective. Enfin, gestion concédée, c'est un peu long ce que je dis, mais la gestion concédée, en fait, c'est simplement un établissement scolaire, par exemple, qui a une cuisine et qui la met à disposition sous forme d'appel d'offres ou de cahier des charges, et les sociétés de restauration l'exploitent. On a pu démarrer rapidement, ce qui nous a permis d'aller voir nos partenaires banquiers. Banque Populaire, entre autres, la première qui nous a suivis. Je la cite pas volontaire, mais je sais qu'ils sont là, donc voilà. Merci. C'était un peu compliqué, effectivement, en 2008. On a réussi une première année budgétaire, on a pu faire un peu de chiffre d'affaires et montrer aussi qu'on était capable de gérer et générer de la marge. Et on a eu la chance d'être lauréat du réseau Entreprendre, petit clin d'œil aussi, donc Haute-Savoie à l'époque, maintenant nous sommes aussi sur la Savoie. Enfin voilà, tout ce contexte qui a fait qu'on a pu voir aboutir notre projet de cuisine centrale à La Roche-sur-Foron en 2010. Je
continue un petit coup encore ou... Continuez. Voilà, donc Expliquez-nous comment 2010, vous êtes cuisine arrivé centrale. à- Le marché, effectivement, s'est ouvert devant nous. L'idée, c'était aussi, même si on croyait notre produit, c'était bien de vérifier qu'il collait à la réalité du marché. Et lorsqu'on parle de produits labellisés, enfin nourriture des enfants plutôt saine, effectivement, ça a pris assez rapidement. Même si aujourd'hui, même si à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, les prescripteurs, ce sont des élus, puisqu'on travaille beaucoup avec les mairies et les communautés de communes. Donc, ce qui nous a permis de démarrer en 2010 notre cuisine centrale. Potentiel 6500, 7000 repas, complet au bout de 2 ans. Donc on a vu que c'était vraiment... on avait mis pas les deux pieds dans le plat, mais en tout cas, ça fonctionnait, on était dans le vrai. Ensuite, on a eu des contacts sur la Savoie. Donc nous sommes arrivés en Savoie grâce à nos amis du Naturopole, l'alimentation 3D, à Serrières-en-Chautagne, l'agence Eco, qui nous a sollicité aussi, et puis à l'époque, les élus de la communauté de communes de Chautagne. Donc deuxième projet, plutôt que de vouloir continuer à grossir sur l'Haute-Savoie, on a dit que c'était très bien de glisser sur la Savoie en déplaçant le même écosystème, c'est-à-dire des producteurs qu'on allait retrouver de nouveaux producteurs en proximité. Donc approvisionnement, cuisine et puis distribution en proximité. Donc c'est ce qu'on a pu faire aussi en 2016. Donc 2016, on a démarré pareil comme à La Roche. 2 ans après, on était complet. Et depuis 2016, on refuse des repas. On vient de créer dernièrement un pôle alimentaire à Saint-Pierre-en-Faucigny. Là, je dis pôle alimentaire parce qu'on n'est plus dans la cuisine centrale proprement dite. Là, on va travailler sur des produits, notamment issus de maraîchage local. C'est aussi pour booster le maraîchage local. On a créé une vraie légumerie qui allait pouvoir nous approvisionner, nous. Et comme les 3 a besoin de ces produits-là, on s'est dit les collèges, les lycées, les maisons de retraite, les hôpitaux, tout le monde parle de produits faits, de produits sains. Nous, on va être là pour leur mettre à disposition ces produits-là. Enfin, mettre à disposition. Les vendre quand même, bien évidemment. Voilà, donc le pôle alimentaire a vu le jour à Saint-Pierre-en-Faucigny. Donc c'était la 3e structure, les saisons. Ah oui, après les 3, les saisons. Les 3 Savoies en Savoie et les saisons à Saint-Pierre-en-Faucigny. Okay. Voilà, donc aujourd'hui, si on parle de repas, quelques chiffres, 22 000 repas par jour, 90% à destination du secteur enfance et petite enfance, donc crèche, restaurants scolaires, élémentaires et maternels. 58% de produits bio, 140 personnes. Donc nous, on a commencé, on était 3, un de plus. Donc la multiplication se fait, c'est pour ça que nous sommes 140 aujourd'hui. Non, je plaisante. Mais voilà, donc je disais 58% de produits bio servis chaque jour en volume dans les assiettes des enfants. On parle bien de volume, c'est pas des pourcentages aléatoires sur 5 ou 6 composantes repas. Non, on parle de volume chaque jour en moyenne, certifié par le contrôle. Voilà, beaucoup de produits labellisés, et puis en direct des producteurs, quoi. On travaille avec l'économie locale. Et un business model qui vous différencie un petit peu des autres, parce que je crois que vous vendez finalement des produits de qualité, donc à un prix qui n'est pas forcément le même que vos concurrents. Alors on est un tout petit peu plus cher que les concurrents. Le fait que l'on soit plus cher, c'est pas lié au produit, puisqu'on va en direct, on est en circuit court, donc on est en direct de producteurs. Donc on a des produits, de très bons produits, à un prix cohérent. Ce qui fait que nous sommes un petit peu plus chers, c'est la main-d'œuvre. Nos cuisiniers cuisinent. Donc c'est plus long à cuisiner des produits que d'ouvrir des sachets et de reconditionner, tout simplement. Alors vous avez une stratégie commerciale qui est un petit peu particulière. On en a discuté en préparant cette conférence et le mot qui nous est venu, c'est la notion d'écosystème ambassadeur. Vous nous expliquez ? Oui, enfin l'écosystème ambassadeur, je l'ai appris par Justine, je ne savais pas que ça existait ce nom-là. En fait, ce sont plutôt nos prescripteurs qui font notre communication, notre publicité. Et en fait, on s'en sert énormément, on s'en est servi depuis le départ. Alors moi, effectivement, j'aurais mis mon fidèle partenaire, était plutôt lui sur la partie ressources humaines, moi sur la partie commerciale. Je suis cuisinier, donc... comme toi, hein, aucun lien commercial. Simplement, quand on aime son produit, qu'on aime ce que l'on fait, qu'on aime les gens avec qui on va partager ses repas, c'est beaucoup plus facile. Et derrière, effectivement, si les enfants sont contents, ils vont le dire aux parents. Les parents vont être contents, ils vont le dire à leur mère, leur mère de commune ou présidente de Comcom, etc. Et en fait, nous, quand on a un nouveau client qui nous appelait, je dis qui nous appelait parce qu'aujourd'hui, il nous appelle toujours, mais on est complet pour le moment. Pour le moment, parce qu'on ouvrira une 3e structure, enfin une 2e en Savoie, monsieur le président. Voilà, donc l'idée, ce sont les mères qui s'appellent entre eux, qui communiquent entre eux, comme le font les parents d'élèves, comme peuvent le faire les enfants. Merci pour ce témoignage. On va parler d'un autre accélérateur de la croissance, c'est la croissance externe avec vous, Romain. Je l'ai appris dans le livre de Fanny, 35% des PME qui ont réalisé une opération de croissance externe y recourront de nouveau. Romain, ça vous parle ? C'est quoi PSI ? Oui, ça me parle un petit peu. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je suis le dirigeant d'une société industrielle qui s'appelle PSI, Perform Spirit Industrie, et qui détient aujourd'hui 3 sociétés d'exploitation. Aujourd'hui, nous employons 140 salariés environ, on fait entre 13 et 14 millions d'euros de chiffre d'affaires.
On est des usineurs, donc notre métier c'est le tournage, le fraisage, la rectification et le traitement thermique. On est spécialisé dans le métier de la moyenne et de la grande série, ça veut dire qu'on s'oriente quasi obligatoirement vers de gros donneurs d'ordre, des gens comme, voilà, d'un point de vue un peu local, on a des gens comme Stobli, on a des gens comme SNR, on travaille avec des gens comme Valourec, comme Caterpillar, etc. Et voilà, donc moi j'ai acquis une première société en 2015 qui s'appelle Méca de Savoie Industrie, qui était une société qui faisait à l'époque 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui était une société, on va dire, un petit peu en difficulté, c'est-à-dire que moi j'ai identifié cette cible comme étant voilà, une entreprise avec un savoir-faire important, mais un niveau d'activité qui était nettement insuffisant, un niveau de rentabilité, bien entendu, un peu à la mesure de son chiffre d'affaires, on va dire. Donc, quand j'ai repris cette société, l'objectif, c'était de rebooster un petit peu tout ça à travers une vaste réorganisation de notre méthode de travail. Et puis, une fois que ce projet-là avait été déployé, l'idée, ça a été, bien sûr, d'aller en faire profiter nos clients et d'aller se redévelopper. Donc, donc l'aventure a démarré pour moi en 2015 avec une première société. Rapidement derrière, quand les choses ont commencé à se mettre un petit peu en musique, on a été confronté quasiment à une surcharge de travail. Et puis à ce moment-là, on était sollicité par une autre société du coin. Donc nous, on est autour d'Albertville, Méca de Savoie est sur Frontenex. Et on a été sollicité par une société qui est sur Ugine, qui elle était en difficulté également. Elle venait de perdre son principal client. Et donc, les dirigeants souhaitaient trouver une solution de transmission et de pérennité, on va dire, sur leur entreprise. Et effectivement, comme nous, on était dans une phase, déjà de redéveloppement et presque un petit peu aussi bizarrement que ça puisse paraître, au bout de 2 ans de surcharge d'activité. Et effectivement, on s'est appuyé sur cette capacité supplémentaire qui s'offrait à nous, matérielle, humaine, au niveau de la surface utile également, dans un métier qui était très complémentaire au nôtre, donc qui nous donnait également la possibilité finalement d'élargir un petit peu notre éventail de savoir-faire. Donc voilà, on a mis un petit peu tout ça en musique. On a acquis cette deuxième société finalement en 2017. Et puis une année plus tard, je suis rentré en contact avec un de mes concurrents directs, là aussi pour des raisons à nouveau de surcharge d'activité. Ce concurrent direct qui était situé dans la même zone industrielle que nous est devenu un de mes sous-traitants. J'ai commencé à lui sous-traiter un petit peu d'activité. Et puis de fil en aiguille, à travers un peu des discussions finalement client-fournisseur, je me suis aperçu que le dirigeant souhaitait lui aussi trouver des solutions de transmission parce qu'il arrivait à l'âge de se poser ce type de questions. Donc moi, bien évidemment que ça m'a intéressé pour les synergies que ça pouvait nous apporter. Quelque part aussi pour reprendre un petit peu la main sur une société qui était concurrente et qui aurait pu encore plus me concurrencer si toutefois quelqu'un d'autre prenait la main dessus. Donc aujourd'hui, on est dans une aventure qui fonctionne plutôt bien, où de trois sociétés un petit peu en difficulté il y a quelques années en arrière, on est dans quelque chose qui marche beaucoup mieux aujourd'hui. Rien n'est acquis, on est des sous-traitants et ça reste des métiers qui sont quand même compliqués, dans lesquels il faut se battre chaque jour. Mais on est passé d'une première société qui faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à sur 2018 3 sociétés qui consolidées font un peu plus de 13 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires et avec 140 salariés. Voilà, donc on va essayer de continuer un petit peu dans la même direction. Voilà. Merci Romain. Fanny, la croissance externe, c'est le moyen finalement le plus rapide de doubler la taille de son entreprise. Pourquoi cette croissance externe, finalement, c'est assez peu utilisé en France ? Oui, c'est assez peu utilisé, mais comme je dis souvent, essayer, c'est l'adopter. Il y a beaucoup de raisons de faire de la croissance externe. On peut, comme l'a fait Romain, récupérer des capacités de production. On peut acquérir de l'innovation. On peut acquérir des compétences intéressantes, on peut renforcer ses positions concurrentielles, conquérir de nouvelles géographies. On
On peut aussi tout simplement vouloir avoir une taille critique plus importante, et c'est important dans les filières où les donneurs d'ordre poussent parfois à la consolidation, et où on sait que si c'est pas nous qui sommes à l'achat, on sera racheté. Et donc voilà, il y a tout un tas de stratégies de croissance externe qui sont possibles. Il y en a une seule qui, pour moi, n'est pas possible, c'est de faire de la croissance externe parce que la boîte commence à s'essouffler un petit peu et que ça va moins bien qu'avant. Je dis souvent que la croissance externe, en fait, est complémentaire de la croissance organique et qu'il faut faire les 2. Pourquoi il faut faire les 2 ? Parce que la croissance externe, je pense que Romain pourra en témoigner, ça mobilise énormément de temps et d'énergie du dirigeant. Et donc, il faut que l'entreprise de départ soit saine et il faut qu'elle puisse tourner un petit moment sans l'implication à 200% du dirigeant qui, lui, va avoir beaucoup à faire sur beaucoup de sujets. Parce que la croissance externe, c'est d'abord et avant tout une entreprise humaine. Je me souviendrai toujours du premier investissement que j'ai fait chez BPI France et qui était pour financer en fait une acquisition et où en fait quand le dirigeant est arrivé sur le site de l'entreprise qu'il voulait racheter, il a été accueilli avec des menaces de mort. Mais c'était pas une bonne idée cette cible. Les commerciaux se battaient depuis des années, pied à pied, pour les mêmes clients et donc ils se détestaient cordialement, quoi. Donc la croissance externe, c'est vraiment quelque chose qui nécessite une grande maîtrise en fait du dialogue social, en fait, de bien comprendre comment on va rassurer les gens qui sont à acheter sur le fait que le projet est intéressant pour eux et qu'on va les emmener plus loin, qu'on leur apporte quelque chose, qu'on peut les charger avec de l'activité, qu'on va les emmener vers quelque chose de plus innovant, qu'ils vont rencontrer de nouveaux clients. Et puis rassurer aussi ceux qui sont déjà à l'intérieur, ceux qui sont salariés de l'entreprise qui achètent, sur le fait que non, ça va pas tout dénaturer et que du jour au lendemain, on va pas effectivement, je sais pas, se distancier d'eux, changer l'organisation. Voilà, leur mettre un chef au-dessus. Voilà les sujets humains qu'il va falloir gérer. C'est aussi plein de choses qui vont être chronophages dans le processus en fait de négociation. Quand on l'a jamais fait, en fait, c'est pas évident de savoir proposer le juste prix, de savoir comment associer le cédant à la suite. Est-ce que c'est plutôt bien qu'il accompagne ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il sorte vite ? Et puis il faut construire le financement. Et tout ça, ça mobilise énormément de temps et d'énergie. Une fois qu'on l'a fait une fois, en général, on y revient. Et en général, ce qui est assez magique, c'est que si on l'a bien fait, après les dossiers arrivent. Et à mon avis, Romain, il va être sollicité par d'autres entreprises qui ont envie de transmettre et qui se diront tiens, j'ai vu que lui, il a quand même bien intégré. Et donc, si moi je veux céder ma société, je suis plus en confiance à le céder à quelqu'un et je sais que les gens sont en bonne main. Donc, je vais aller le voir, lui. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, d'un coup, il y a une accélération et vous avez quelqu'un qui a mis 10 ans à se lancer dans la croissance externe et puis tout d'un coup, il va en faire 4 ou 5 d'affilée. Moi, il y a des dirigeants de PME que je connais. Chaque année, ils en font 2-3. Puis c'est devenu en fait un petit peu la manière de, mais sans jamais, et ça c'est hyper important, sans jamais sacrifier la croissance organique. Il faut jamais perdre de vue, même en suivi analytique en fait, que sont devenus les business d'avant et ça doit pas être une fuite en avant. Ça c'est un point extrêmement important. Dernier point, le pilotage de l'après. En fait, avant même d'acheter, en général, on achète parce qu'on pense qu'il y a des synergies. On pense qu'on va faire des synergies de coûts, on pense qu'il va y avoir des synergies commerciales. Une fois qu'on l'a fait, il faut s'organiser pour l'exécuter. Et en général, ça prend plus de temps que ce qu'on avait dans la tête. Et donc, attention au mode de financement de la croissance externe. J'ai vu beaucoup d'entreprises financer de la croissance externe par du court terme. C'est une aberration. Mais bon, on se dit, on a la trésor, allez hop, on y va. On tire sur ces courts termes pour financer une croissance externe. Non, il faut les reins solides. On va prendre 2-3 ans. Et au départ, on va plutôt investir.
plutôt investir pour montrer justement qu'on est là, qu'on a envie que ce soit une réussite, etc. Et donc, il faut quand même des financements longs. Ça suppose d'en parler en amont à ces banquiers. On y reviendra. On y reviendra effectivement sur la partie financement. Romain, peut-être que vous aviez une réaction par rapport à ce que disait Fanny, notamment la place de l'humain. Peut-être que l'on choisit aussi les entreprises... Ces entreprises, je parle de Baloki et de Bucari, parce qu'il y a eu un feeling, quelque chose avec les dirigeants de ces entreprises, non ? Oui, alors j'irai pas jusqu'à dire forcément qu'on les choisit à travers ça, mais bien sûr que, en tous les cas, de mon point de vue, c'est un point de passage obligatoire. On sait que dans tout projet collectif, à un moment donné, il faut mener l'être humain. Il faut être dans des relations de confiance parce que à la fois quand on cède une entreprise et à la fois quand on la rachète, le cédant a besoin de sentir qu'il y aura une pérennité dans ce qu'il est en train de céder, et à la fois la personne qui investit et qui s'investit a besoin de sentir qu'elle prend pas tous les risques du monde et que ce qu'on lui explique c'est bel et bien la vérité, et que du coup on peut se plonger vers un projet commun. Donc pour moi, c'est un point de passage obligatoire. Peut-être que tout le monde n'a pas forcément la même manière de voir les choses, mais en tous les cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Ok, on va revenir donc sur la partie financière. Côté finance, il faut être bien accompagné, mais vous le confirmez, Romain, pour pouvoir avoir cette croissance externe ? Oui, je le confirme. Moi, je vais expliquer comment on est organisé. Donc, effectivement, nous, on a fait le choix, ou en tous les cas, j'ai fait le choix quand j'ai repris la première société, de faire rentrer une banque au capital pour nous permettre d'avoir une meilleure assise financière, on va dire. Donc, on a fait rentrer une banque en 2015. On travaille au niveau de nos sociétés d'exploitation avec 4 banques avec lesquelles on entretient de très très bonnes relations. On a BPI qui nous accompagne également énormément, à la fois sur nos croissances externes et à la fois sur le quotidien également. Donc, je pense qu'on est plutôt bien organisé de ce point de vue-là, et effectivement, c'est un point de passage là aussi qui me paraît essentiel, ouais. Michel, vous partagez aussi ? On avait parlé justement. Oui, tout à fait. Alors nous, effectivement, on est plus sur de la croissance interne, mais ça n'empêche pas. Qui dit croissance dit aussi besoin en trésorerie, souvent sur du court terme, et nos partenaires banquiers sont aussi fidèles pour ça. Enfin, on les avait choisis à la base pour ça, ils ont bien répondu présent. C'était important pour nous. C'est vrai qu'on est très transparent aussi sur nos comptes. Hein. On fait 2 situations annuelles, plus le bilan. À chaque fois, on se réunit. C'est souvent une fois par an pour exprimer un peu les bilans, ce qu'ils disent, ce qu'ils expriment. Et puis aussi faire des projections sur les mois ou les années à venir. Toujours anticiper. Et ces partenaires sont là aussi pour ça. BPI, pareil, en plus de nos partenaires banquiers. Nous, on a 5 partenaires banquiers. On a créé plusieurs structures aussi. Donc c'est important aussi je pense, de répartir en fonction de la proximité qu'on peut ressentir auprès d'eux. Et puis après, d'autres organismes comme la BPI, comme le réseau Entreprendre aussi, qui essaie de se porter partenaire. D'accord. Fanny, donc le financement, c'est le carburant dans le moteur ? Oui, voilà, le financement, c'est le nerf de la guerre. Il vient après le projet, mais il est important pour la mise en œuvre du projet. Voilà, je pense que le point clé est de bien comprendre que si on se place dans une logique de croissance, si effectivement, en fait, régulièrement, en fait, on change de dimension, on va passer des caps, et les conséquences les plus importantes vont se voir sur la fonction financière. Vraiment, la sophistication des financements, plus on grandit, plus les financements se sophistiquent, nécessite un renforcement des compétences financières dans l'entreprise. Au départ, on part d'une idée, on a des bons commerciaux, on a des bons techniciens, etc. On n'est pas forcément câblé quand on est chef d'entreprise pour être gestionnaire. Alors en général, les experts comptables font un boulot formidable dès le départ et vont accompagner la société tout au long de sa vie. Mais à un moment donné, il va falloir progressivement en fait structurer une fonction finance dans l'entreprise. Et c'est pas facile, c'est pas facile de trouver les compétences. Moi, je prône beaucoup le recours à des directeurs financiers en temps partagé, parce qu'il vaut mieux avoir un bon directeur financier 1 à 2 jours par semaine, partagé avec d'autres PME, plutôt qu'un responsable comptable qui comprend pas très bien en fait ce qu'il doit faire pour financer une croissance externe.
Voilà. Donc ça, c'est important de régulièrement se poser la question de savoir est-ce que j'ai la bonne structure de financement et est-ce que j'ai le bon directeur financier. Et c'est là où, en fait, ce que vous disiez, c'est-à-dire vraiment le dialogue permanent avec ces banquiers, la transparence avec ces banquiers, arriver régulièrement à leur dire, bon, bah, on fait le point sur les comptes là qui viennent de sortir, ok, mais moi, je vous explique à 3 ans comment je vois les choses. Arriver à avoir ces discussions-là avec son banquier de proximité, et ben, ça permet, en fait, d'échanger, ça permet effectivement d'avoir sa vision à lui et ses conseils et de se projeter progressivement sur l'évolution de la fonction finance. Alors la dernière étape et l'étape ultime quand on est une belle PME et qu'on veut passer ETI, bah c'est l'ouverture de capital. Et là, effectivement, en général, ça pêche. En général, ça pêche parce que ouvrir son capital, c'est vu comme céder le pouvoir, c'est vu comme faire rentrer des fonds qui vont avoir une pression court-termiste. Et c'est là où moi j'ai voulu agir sur cette défaillance de marché, d'arriver à proposer en fait du capital, des fonds propres, qui soient des fonds propres longs pour les entreprises qui ont envie de poursuivre une aventure de croissance et une aventure indépendante au-delà de la taille PME. Alors justement, vous pourriez nous parler un petit peu de Généo Capital Entrepreneur, l'entreprise que vous avez co-créée. Qu'est-ce que ce fonds a de particulier ? C'est un fonds qui a été déjà conçu par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. En fait, il est venu de mon expérience chez BPI France où j'ai pu, avec des équipes formidables, investir dans 400 PME. Mais j'en ai vu aller 2 à 3 000 qui me paraissaient avoir un potentiel phénoménal de croissance, mais qui ne voulaient pas entrer dans la logique d'un fonds d'investissement. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises ne se projettent pas sur des cycles de 5 ans, ça dépend du business. Il faut pouvoir aussi s'adapter à des cycles économiques. Là, on peut avoir un retournement de cycle dans quelques années. Et on a suffisamment de contraintes quand on est chef d'entreprise pour pas s'en mettre une en plus, un objet de stress en plus qui est la gestion du temps, en fait. Et le fonds d'investissement, c'est souvent l'horloge qui fait tic-tac et comment je vais arriver à le sortir. Voilà, donc l'idée, c'était de proposer en fait une solution de renforcement des fonds propres qui soit vraiment adaptée aux besoins des entrepreneurs et on en a identifié 4. Le fait d'avoir des structures qui ne soient pas des fonds d'investissement mais des sociétés d'investissement. Donc Généo est une société de 99 ans renouvelable qui pourra faire du sur-mesure et s'adapter au cycle naturel de l'entreprise et gérer les cycles économiques. La deuxième, en fait, c'est d'apporter, oui, du capital financier, mais à la rigueur, il y en a beaucoup sur le marché, mais du capital humain. Et d'arriver, en fait, à donner à des dirigeants qui ont des stratégies intéressantes, des beaux positionnements, des équipes qui ont envie, les moyens de l'exécution sur tous les leviers de croissance, de performance et de transformation qu'on va identifier dans leur business plan. Le troisième, c'était de le faire avec des entrepreneurs pour les entrepreneurs parce que il faut réconcilier le monde de la finance et l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui peut inspirer plus un chef d'entreprise qui a envie de doubler de taille qu'un chef d'entreprise qui l'a fait et qui a réussi. Et donc Généo a réuni autour de lui 70 entrepreneurs ou familles entrepreneuriales qui ont confié leur argent à une équipe d'entrepreneurs parce qu'on a tous démissionné de nos organisations pour créer cette boîte et l'investir dans les pépites qui sont, on le pense, la relève dans leur territoire. Et puis la quatrième chose, c'était la question du partage de la valeur. C'est vrai, quand un financier regarde votre boîte, vous vous dites, mais à la fin, qu'est-ce qui va s'enrichir ? Et souvent, il y a une concentration jugée excessive de la création de valeur vers le fonds d'investissement, voire vers les patron du fonds d'investissement. Et donc, nous, on s'est dit, la logique des entrepreneurs, en fait, c'est en général une logique où ça marche pour tout le monde. Et donc, on a pensé le partage de la valeur en se disant qu'il fallait promouvoir ce partage avec, bien sûr, les dirigeants, mais aussi leurs équipes. On promeut beaucoup, en fait, l'actionnariat salarié, l'intéressement en entreprise. Partager la valeur avec les actionnaires qui ont investi chez nous et qui mettent leur argent au travail pour permettre ces histoires. Et puis rendre, parce que je pense que tout entrepreneur, en fait, serait très bien qu'il reçoit beaucoup, alors quand il reçoit, il rend. Et nous, on rend au territoire en affectant une partie de la création de valeur à la création d'entreprises dans les territoires où on est actif. Un joli fonds que je vous invite à découvrir. Nous avons donc évoqué le rêve, la nécessaire lucidité, la performance commerciale, la croissance externe.
Tous les trois dirigeants, et Fanny, dans votre livre, vous en parlez beaucoup, il y a un pilier qui revient très régulièrement, c'est que la réussite, c'est une aventure collective. Oui, je disais tout à l'heure que l'entrepreneur est un sportif de haut niveau et tous les sportifs savent que pour gagner, il faut jouer collectif. Savoir s'entourer, c'est essentiel quand on veut réussir. Il y a des gens qui sont brillantissimes, mais qui sont des loups solitaires. Ça marchera un moment. C'est vrai, ils peuvent avoir des très belles performances quelques années, mais en général, c'est pas des aventures de long terme. Parce que en fait, la solitude de l'entrepreneur, d'abord, c'est pas bon pour l'entrepreneur, parce que la santé des dirigeants, c'est un vrai sujet dont on parle pas beaucoup, qui est un peu tabou, mais dont je parle dans mon livre parce que je l'ai vécu. Voilà, le burn-out, c'est pas un mythe. Alors on le cache un peu, on dit pas, etc. Mais quand même, la solitude du dirigeant, ça veut dire assumer le stress sur soi seul. C'est pas très bon. Et puis la solitude du dirigeant, ça veut dire aussi qu'on va pas lever le nez du guidon. On va pas voir arriver les disruptions technologiques, on va pas voir arriver les concurrents, on va pas voir arriver finalement les modifications des structures de marché. Et donc à un moment donné, syndrome Kodak, on est has-been. Voilà. Ça, je l'ai beaucoup vu au Syrie. Et donc, savoir s'entourer, pour moi, c'est trois choses. C'est savoir s'entourer d'une équipe de collaborateurs compétentes, mais surtout motivés, recrutés pour leur savoir-être, et qui sont là pour les bonnes raisons, et qui auront l'impression qu'en développant la boîte, ils se développent eux-mêmes. C'est s'entourer aussi en disant que finalement, en fait, on va peut-être sortir de la logique concurrent, pas concurrent, et se dire qu'en fait, il faut nouer des partenariats pour innover, pour se développer à l'international. On appelle ça la coopétition. C'est un mot bien compliqué pour juste dire qu'en fait, il faut arriver sur des projets, projet par projet, à se dire, est-ce que je peux travailler avec mon fournisseur? Est-ce que je peux travailler avec mon client? Est-ce que je peux travailler avec telle boîte qui est pas très loin dans le territoire? Et en général, on récupère, déjà, on mutualise l'investissement, on mutualise les compétences, les équipes, et puis on mutualise aussi l'énergie pour booster le projet. Et puis la troisième, c'est la gouvernance. Moi, je dis souvent que la gouvernance, c'est une hygiène de vie. La gouvernance, c'est pas fait que pour le CAC 40. C'est pas que l'application du code FAP-MEDEF. C'est pas que des procédures. La gouvernance, c'est juste de mettre dans son agenda une fois par mois, une fois par trimestre, comme on veut, en fonction du rythme qui est jugé bon, un moment pour réfléchir au moyen long terme. Et puis, si possible, en fait, d'inviter d'autres gens à avoir cette discussion avec vous, des gens qui ne soient pas dans l'entreprise, qui sont peut-être même pas dans votre business, mais qui vous challengeront, qui vous feront pitcher, qui diront « mais t'es sûr que t'as bien vu ça, etc. » et qui vous forcent à vous reposer les questions de base. Parce que, en fait, les questions de base, il faut se les reposer tout le temps, parce que le monde change autour de nous et à la même question, on n'apportera pas forcément la même réponse. Alors, dans les sociétés dans lesquelles on investit, on peut appeler ça comité stratégique, on peut appeler ça advisory board. C'est pas besoin d'être dans les statuts, ça n'a pas besoin d'être bureaucratique. Mais juste, en fait, un moment de prise de recul où on regarde sa boîte un peu avec une vue d'hélicoptère, avec l'aide de regards qui soient bienveillants, parce que c'est l'idée de faire avancer la boîte, mais exigeant, parce que c'est quand même l'idée de finalement pas se voiler la face. Il y a une phrase dans votre livre, je cite donc le livre Carnet de croissance pour PME et ETI que vous retrouverez en dédicace, puisque Fanny prendra le temps de la dédicacer dans la salle à la fin de la conférence. Un seul indicateur suffit pour connaître la santé d'une entreprise, celui du niveau de satisfaction des salariés. Alors, elle n'est pas de vous, elle est de Jack Welch, mais vous la citez, elle me paraît importante. Michel, elle vous fait penser à quoi, la satisfaction de ses salariés ? Oui, de toute façon, je pense que Fanny a déjà bien résumé la situation. C'est important de bien s'entourer. Mais après, les salariés heureux, et on sait qu'un salarié heureux au travail, il fait du bon boulot. Pour nous, ça va de soi. C'est tellement évident qu'on essaye de travailler là-dessus au quotidien. Ok. Vous dites aussi que votre entreprise, elle s'est créée sur des convictions et des valeurs fortes, et que c'est vraiment ça la base de l'E3 au départ. Oui, de toute façon, il faut savoir s'entourer de compétences, oui. Mais après, il faut aussi avoir des bases solides dans son entreprise. C'est celles-ci qui vont transpirer, c'est celles-ci qui vont attirer des clients, mais aussi de nouveaux collaborateurs, de nouvelles équipes. Et puis à un moment donné, c'est aussi être capable de faire confiance à ces équipes. Et nous, c'est ce qu'on a fait à un moment donné. Il y avait 2 piliers dans l'entreprise qui nous semblaient importants.
et qui étaient méritants, c'est de les faire rentrer aussi au capital de l'entreprise à un moment donné. Voilà, donc cet esprit collaboratif, il est hyper important pour nous, il fait partie de nos valeurs, il fait partie de notre fonctionnement. Et c'est ce qui transpire aujourd'hui, c'est ce qui nous permet peut-être, même si c'est compliqué, je ne vais pas dire que c'est facile de recruter, mais par rapport à certains de nos confrères, beaucoup plus facile. Parce que aussi, on a cette aisance dans la rémunération, on est assez clair et transparent là-dessus, mais aussi dans cet esprit collaboratif, d'appartenance, et puis surtout encore une fois, de bien-être au travail. Quand on est salarié, moi, ce qui était longtemps le cas pour moi, je parlais tout à l'heure de parcours salarié qui me semblait accompli, c'est se rappeler aussi de ce qui nous manquait lorsqu'on était salarié, et à un moment donné, pouvoir le donner à ses salariés, ses collaborateurs. Enfin, pour moi, entrepreneur, je trouve que c'est une des plus belles choses. On a souffert de certaines choses, on ne veut surtout pas que ça se passe pour nos collaborateurs. Vous avez aussi des valeurs qui sont affichées et qui sont très fortes dans votre entreprise, mais on se les dit quand on a eu l'occasion d'échanger. Chez vous, elles sont illustrées au quotidien. Alors oui, elles sont illustrées au quotidien. Moi, ça me gêne un peu d'en parler parce que on travaille aussi dans une certaine humilité, mais oui, effectivement, notre travail au quotidien, il est d'exprimer qui nous sommes, ce que l'on est, et puis dire bonjour à ses collaborateurs, les connaître individuellement, même si aujourd'hui on est 140. Pour moi, c'est une nécessité, c'est un besoin, et puis c'est aussi une manière de leur dire merci tous les jours. Merci. Fanny, vous retrouvez chez les entreprises que vous rencontrez, qui vous entourent, ce besoin de donner du sens, ou en tout cas de travailler bien sûr l'expérience client, mais tout autant l'expérience des collaborateurs? Oui, l'expérience collaborateur, pour moi aujourd'hui, c'est la clé parce qu'on est dans une guerre qui est vraiment une guerre pour les talents. C'est difficile aujourd'hui, le principal frein à la croissance des entreprises, c'est le manque de talent, c'est le besoin de recruter et de trouver les compétences clés. Donc comment on va se différencier, comment on va construire une marque employeur qui soit attractive. Alors je le disais, pour moi ça part déjà de l'histoire qu'on raconte et du rêve qu'on est capable de vendre à ces jeunes qui en renversent aujourd'hui les entretiens de recrutement en vous disant mais qu'est-ce que vous me proposez au fond. Donc de l'autonomie, des projets, du développement personnel, etc. Et puis cette idée d'expérience collaborateur, je l'ai trouvée intéressante, elle m'a été soufflée par un chef d'entreprise qui me disait mais c'est incroyable ce que les stagiaires, les intérimaires, les prestataires avec lesquels on travaille, qui peuvent passer pas mal de temps dans nos murs en fait, mais sont ceux qui nous aident à trouver des talents demain. Parce que ce sont nos ambassadeurs. Parce que si quelqu'un a passé ne serait-ce que 3 mois, 6 mois dans votre entreprise et que finalement ça s'est bien passé, il en a bien compris l'ADN, il va en parler autour de lui et le bouche à oreille fonctionne et finalement ça devient vos ambassadeurs. J'ai testé ça du coup quand j'étais chez BPI France, on avait mis en place un programme qui s'appelait Happy Trainee pour nos stagiaires et on réunit régulièrement nos anciens stagiaires pour un petit pot festif et puis on leur dit voilà ce qu'on recrute en fait et ça fonctionne en fait et ça fonctionne encore aujourd'hui. Si j'ai besoin de recruter parce que je souhaite être à parité dans ma société et recruter des femmes dans le capital investissement, c'est pas évident, mais j'ai tout un réseau de gens qui ont été mes stagiaires, qui sont passés en CDD, avec qui on a pu collaborer sur des projets, etc. et qui sont des prescripteurs pour mon entreprise. Donc ne jamais négliger en fait finalement comme un client l'image qu'on donne. La marque employeur, elle n'est pas différente de la marque commerciale. C'est la même en fait. C'est le projet d'entreprise. On le vend à son client aussi bien qu'à ses collaborateurs, aussi bien qu'à ces personnes qui passent et qui reviendront peut-être et qui parleront de vous. Et cette expérience collaborateur, on la voit un petit peu aussi au quotidien dans vos entreprises. Anthony, chez CIMEF, l'attention au bien-être du collectif, ça passe par quoi ? Des choses très simples. Déjà, le confort au travail. On a des employés qui passent la plus grande partie de la journée au travail. Donc, essayons de leur apporter un confort. Ça passe par l'éclairage, la climatisation, des postes de travail ergonomiques. Et puis aussi on les fait participer. C'est important de leur dire on fait une tâche comme ça de là à là et si on fait comme ci comme ça peut-être que c'est mieux. Et effectivement les salariés ou les prestataires externes, intérimaires et autres participent aussi et ramènent du sang neuf, d'autres idées, parce qu'effectivement peut-être dans le guidon ou par habitude c'est compliqué d'avoir un recul nécessaire constant pour se dire, si on faisait ça, on améliorerait.
Donc, il faut avoir la dextérité d'esprit de se dire, de se remettre en question. Ok, essayons. On peut se tromper. On a le choix. On a le droit chez nous de se tromper. Voilà, mais et derrière d'avoir cet état d'esprit où tout le monde peut collaborer ou au moins échanger. Voilà. Puis je reviens juste une petite parenthèse. Effectivement, le geste de tous les matins, saluer l'ensemble du personnel. Attention, un clin d'œil, comment ça va. Ça permet de savoir aussi beaucoup de choses dans l'entreprise. Et puis des fois, des choses anodines qui peuvent, nous paraître anodines, sont des fois aussi importantes pour le personnel. Donc aussi, on peut contribuer à changer un petit curseur. Et pour faire un bonheur, on gagne beaucoup de choses. Voilà. Vous avez raison, Romain. Je crois que nous, on avait évoqué ensemble la culture du rugby, notamment, qui jouait sur votre manière de fonctionner dans l'entreprise. Oui, effectivement, le rugby, ça fait partie de ma personnalité, parce que j'y ai joué 25 ans, donc j'ai quelques petites valeurs qui me sont un peu restées. Un petit peu le sens du combat collectif, on va dire, et puis de la confiance, c'est deux valeurs qui me sont relativement chères. Donc c'est pareil, dans le management du quotidien, on essaye aussi, comme on sait que les escaliers se balayent par le haut, il faut aussi être capable de donner le tempo à ce niveau-là. C'est pareil, hein, nous on essaye de manager notre entreprise de la manière de la plus grande proximité possible, on va dire. Donc ça veut dire que moi-même et l'ensemble des managers sont énormément présents dans les ateliers, on connaît tout le monde, on est proche du terrain, on sait ce qui se passe dans notre entreprise, on corrige, on modifie, on reprend des décisions chaque jour. Et puis là on initie une démarche. Un peu à la mode aussi, tout le monde en a un petit peu parlé, mais de la marque employeur, du collaborateur ambassadeur. Je pense que c'est quelque chose d'important. Ça aussi, c'est quelque chose dont je parle souvent, mais c'est vrai que moi, j'ai en tête qu'une entreprise de sous-traitance industrielle en usinage ne se manage pas du tout de la même manière que se pourrait se manager une entreprise, j'imagine, comme Apple ou comme Google. Donc, voilà, je sais que le management participatif est quelque chose là aussi de très important qui est à la mode. Ça peut aussi avoir une certaine limite. Donc nous on initie un projet qui va nous permettre de nous centrer sur notre activité, sur notre travail, sur nos valeurs, sur où sont nos points de passage, de faire participer l'ensemble des collaborateurs sur ces problématiques-là aussi, et de faire en sorte que tout le monde soit un peu partie prenante dans j'imagine peut-être aussi ce qu'on va écrire, ce qu'on va s'écrire, ce qu'on va se dire entre nous, les objectifs qu'on va se fixer, etc. Voilà. Michel, vous l'avez déjà évoqué, vous avez parlé un peu de la gouvernance, du fait d'avoir intégré des salariés, des collaborateurs dans la gouvernance de l'entreprise. Avant de revenir à vous, Fanny, vous utilisez le mot de cerveau collectif, qui est un mot de Carnegie, en parlant de cette gouvernance, c'est ça, et de l'accompagnement. Oui, le cerveau collectif, c'est de dire qu'à un moment donné, on a besoin de prise de relais dans à la fois la capacité à amener de nouvelles idées, la capacité à retrouver de l'énergie. Et on parlait de la solitude du dirigeant. Un dirigeant a besoin de sentir qu'autour de lui, il y a un cerveau collectif qui fonctionne. Et pour ça, en fait, il faut que les gens se voient pas seulement comme salariés, pas juste comme employés, en fait, et ils attendent pas du chef d'entreprise juste en fait que si on fait bien le boulot, il y a notre salaire qui tombe à la fin du mois. Il faut qu'ils se sentent partie prenante. Alors on en a déjà parlé, mais je tiens à enfoncer le clou. Qui dit croissance dit partage des fruits de la croissance. Et moi, je crois beaucoup au dispositif d'intéressement, de participation, d'actionnariat salarié, parce qu'à un moment donné, ça change complètement le comportement en fait du collaborateur. Si d'un coup, en fait, il se dit si ça marche, ça va marcher aussi pour moi. Et puis, je suis intéressée à la performance, je suis intéressée aux résultats, j'y contribue, mais j'ai un retour. Il est prêt à donner tellement de choses, en fait. Faut vraiment, et c'est là où on revient sur la question du taux d'engagement. En France, c'est quand même assez catastrophique de voir que seuls 9% des salariés se sentent engagés dans leur entreprise. Aux États-Unis, c'est 37%. Voilà. La France est dans la moyenne européenne. Les autres pays européens, c'est pareil. Bon, je pense que c'est une moyenne et que c'est trompé par les statistiques des grands groupes. Je pense que dans la PME, c'est beaucoup, beaucoup plus haut. Mais néanmoins, en fait, on ne se défonce pas de la même manière si on pense que le partage des fruits de la croissance est équitable
ou s'il ne l'est pas, si c'est un peu notre boîte aussi, ou si on pense que finalement on bosse pour le patron. Et la notion de gouvernance et d'accompagnement, vous l'avez dit tout à l'heure, il vaut mieux un directeur financier externalisé qui vienne 2 jours par mois pour vous accompagner. Ici, on a un certain nombre de partenaires du développement économique local qui participent à l'accompagnement de ces entreprises. C'est quoi leur place dans tout ça, dans ce cerveau collectif ? L'idée, alors la gouvernance, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est la prise de recul et à un moment donné de se dire, alors dans 3-5 ans, il faut qu'on ait anticipé telle et telle évolution, il faut qu'on soit là. Bon. Et après, il faut s'organiser pour l'exécution. Alors, l'exécution, vous faites déjà avec les gens que vous avez dans l'entreprise. Donc, déjà, comment je les mobilise ? Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je pense que, voilà, c'est pas que le bâton, il faut aussi la carotte. Il faut que ça leur rapporte en termes de développement personnel et en termes financiers, parce que la valeur est partagée. Et puis, dans l'entreprise, il n'y a pas toutes les compétences, parce que précisément, le sujet de la PME, c'est ce sujet du capital humain. Alors, on va essayer d'importer des compétences dans l'entreprise dans le cadre d'un projet bien construit. Et là, ça peut prendre différentes formes, en fait. Chez Généo, on pousse 3 types de compétences dans les entreprises. On propose des gens qui interviennent en temps partagé, parce que moi, j'ai tendance à dire que c'est du temps augmenté. Parce que comme les types, en fait, ont déjà fait 10 000 fois l'implantation d'un ERP, ils ont déjà plusieurs fois, en fait, mis en place une gestion des compétences, ils ont déjà fait X déménagements d'usines. Ils le font une fois pour vous, mais enfin, ils l'ont déjà fait souvent pour d'autres. Et donc, ce temps qu'ils passent pour vous, 1 jour par semaine, en fait, ça a la valeur de 3 à 4 jours par semaine pour quelqu'un qui découvrirait le sujet et qui serait moins adapté, plein de bonne volonté, mais pas adapté. Donc sur les compétences RH, finance, système d'information, digital, c'est vraiment une bonne solution, une solution qui se développe, notamment avec les gens qui ont quitté des grandes organisations et aujourd'hui préfèrent travailler pour plusieurs PME parce qu'ils trouvent ça beaucoup plus gratifiant et sont prêts à mettre leurs compétences dans ce type de projet. Il y a effectivement en fait être capable de fournir, et ça on essaye aussi, des gens qui vont être dans une logique de pilotage de projet en mode transitoire. Donc effectivement, quelqu'un qui va venir 6 à 9 mois pour prendre un grand projet, vous n'allez pas l'embaucher en CDI, puisqu'une fois que le projet est fini, il n'a pas vocation à rester. Mais il y a en fait des managers de transition sur les sujets industriels, informatiques, qui peuvent être des compétences d'appoint très, très utiles. Et puis enfin, le monde du conseil. Alors le sujet du monde du conseil, c'est que c'est un peu un maquis. Donc quand on est une PME, on sait pas trop où frapper. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est sur les sujets qui sont listés dans le livre, vraiment essayer d'avoir des gens extrêmement pointus. C'est-à-dire que méfiez-vous du gars qui vous dit « Non, mais moi, je peux vous faire tout le commercial, il n'y a pas de problème ». Non, parce que en fait, est-ce que c'est quelqu'un qui sait vous faire gagner des appels d'offres grands comptes? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait vous faire gagner des marchés publics? Est-ce que c'est quelqu'un qui va savoir vous aider à travailler la tarification, le pricing? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut rebooster vos commerciaux, etc. C'est complètement différent. Donc, il vaut mieux un expert très, très pointu, très spécialisé, plutôt qu'un homme à tout faire qui va vous expliquer qu'il peut tout faire, mais en fait, il fera surtout des slides. Michel, votre entourage, alors il ressemble à quoi? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez ouvert votre capital. Vous avez aussi 2 niveaux de gouvernance chez vous? Oui, deux niveaux de gouvernance. Oui, c'était aussi justement pour intégrer davantage de personnes proches du terrain. C'est pas la peine d'avoir une gouvernance trop éloignée du terrain, ça sert à rien. Même si les associés sont des gens de terrain aussi, à un moment donné, c'est bien d'avoir des relais peut-être pour nous vis-à-vis du collaborateur entre guillemets lambda, parce que des fois certains n'osent pas forcément s'exprimer directement auprès de nous, et c'est important aussi d'avoir des relais qui peuvent marcher dans les deux sens. C'était juste une méthode pour mettre les gens à l'aise au cas où. Anthony, vous êtes alors un petit peu moins nombreux dans votre structure, et pourtant vous me parliez d'un réseau de dirigeants français avec qui vous échangez aussi régulièrement et qui fait partie de votre entourage. Oui, tout à fait. En fait, c'est un réseau non affilié, non connu, qu'on s'est créé, qu'on s'est tissé au point de vue national dans différents domaines d'activité. Et pour reprendre tout à l'heure, on échangeait régulièrement, on boit un café le matin avec 2-3 dirigeants
de la région et qui sont dans différents domaines d'activité. Puis on échange nos problématiques ou de nos réussites, voilà. Et ça permet de prendre du recul, ça permet aussi peut-être de conforter une décision qu'on a pu prendre ou qu'on doit prendre. Mais il y a aussi effectivement le réseau qu'on s'est tissé nous-mêmes et qui est très puissant, puisqu'il va très vite, il va très loin, et quand on a besoin d'un ami, de rentrer sur un marché, on se sert de celui-là. Voilà, parce que comme on rayonne au niveau national, ça nous permet d'avoir vite des antennes un petit peu de partout. Et c'est très important, et il faut entretenir en fait et d'éviter la solitude du dirigeant. Voilà. Romain, chez vous, comité de direction, conseil des sages, réseau d'accompagnement, il y a plusieurs choses. Oui, conseil des sages, c'est peut-être un bien grand mot, mais effectivement, on a plusieurs strates dans notre manière de manager la société. Donc, on a un conseil de direction qui est composé donc de notre directeur de production, de notre directeur industriel, de notre DAF et de notre DRH. Donc là, on se réunit à un rythme d'environ une fois par mois. Donc là, on est vraiment sur un pilotage, on va dire plutôt opérationnel. Parallèlement à ça, donc j'ai créé également un conseil de surveillance quand j'ai repris la société. J'ai eu la chance aussi, dans mes expériences précédentes en tant que salarié, de croiser des gens qui étaient brillants, qui m'ont eux aussi d'ailleurs donné l'envie finalement de me lancer, qui ont eu confiance en moi et en qui j'ai eu confiance. Et aujourd'hui, j'ai notamment deux gros décolteurs de la vallée de l'Arve qui sont membres du conseil de surveillance de l'entreprise. On se rencontre à un rythme, on va dire un peu informel, de 2 à 3 fois par an, pour partager les problèmes de fond, pour partager la vision à long terme, pour partager les projets, pour prendre un peu de recul et pour des fois se faire un peu du bien, des fois se faire un peu du mal aussi. Mais en tous les cas, c'est quand même plutôt toujours positif. Je pense également être plutôt bien accompagné par un très bon expert comptable et également par un excellent conseil également. Et puis également il y a le réseau qui va autour. Il y a 2 organismes importants qui sont là tous les 2 aujourd'hui d'ailleurs. On a le réseau Entreprendre et puis on a l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise qui sont très impliqués dans tout ce qu'on fait dans le quotidien. Dans les phases de croissance, dans les investissements, dans les décisions qu'on prend. Et ça aussi, c'est important, c'est des bouffées d'oxygène, c'est une manière de prendre du recul sur les choses, de conforter nos décisions, et puis d'essayer d'avancer le plus efficacement possible. Merci à tous pour vos partages d'expérience. Quels sont vos souhaits, vos ambitions pour l'avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire? C'est quoi la suite de vos boîtes? Moi, je les ai, vous me les avez dit. Donc, ouais. Moi, je peux en parler un petit peu. Effectivement, la croissance externe, c'est un sujet qui est mis sur la table, puisqu'on veut aussi grandir davantage. Et on a besoin de place. La Savoie commence à être petite. Donc, on veut conserver notre ADN, d'être proche de nos clients. Donc, on veut essayer de passer de l'Est à l'Ouest. Donc, c'est un projet, effectivement, croissance externe, toujours au niveau de la France, mais c'est une ambition à 5 ans. Voilà. Très bien. Michel, vous êtes encore un très jeune chef d'entreprise. Oui, merci de le souligner. Mais il n'empêche que vous commencez à réfléchir à certaines choses. Oui, voilà, il y a 2 choses. Bon, certes, la transmission, ça s'appelle comme ça. On y viendra un jour, mais très prochainement. Mais juste avant, nous, l'idée, c'est effectivement de s'implanter donc une 2e usine centrale sur la Savoie, histoire d'avoir une vraie position sur les pays de Savoie, avec notre pôle alimentaire à Saint-Pierre-en-Faucigny. Et puis ensuite, montrer, j'irais même prouver qu'on est capable, sur 2 départements, de poser un véritable écosystème alimentaire, propre, sain, très transparent dans la traçabilité, dans les produits utilisés, etc. Que les gens locaux mangent des produits locaux. Enfin voilà, ça paraît tellement basique mais évident. Et en fait, ficeler tout ça et être capable de pouvoir le dupliquer sur d'autres régions ou d'autres départements. Voilà, très simplement, je pense que cette position, elle va éclater au grand jour d'ici 1 an. Et on sera très fiers et très heureux de pouvoir déjà de montrer que ça fonctionne.
Voilà. Et ensuite, de pouvoir l'expliquer, elles le transmettent sur d'autres générations, mais sur d'autres territoires. Voilà. Donc la transmission, c'est ça aussi, pour nous, pour les gens qui sont dans l'entreprise, ne pas laisser partir des idées, des bonnes choses, faut le garder dans l'entreprise, faut le développer. Et puis aussi, cette transmission, on se considère pas comme des exemples, mais on considère que ce que l'on fait, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Voilà. Et demain, on sera très heureux et très fiers de pouvoir le dupliquer sur d'autres régions. Merci. Fanny, donc toute la conférence, en fait, on l'a tournée autour de ce livre, Carnet de croissance pour PME et ETI. Encore une fois, vous aurez l'occasion de le découvrir si vous le souhaitez tout à l'heure grâce au partenaire la librairie Garin. Fanny, est-ce que vous avez un dernier mot qui donnerait envie aux dirigeants et dirigeantes présents aujourd'hui d'engager leur entreprise dans une démarche de croissance? Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un cercle vertueux de la croissance. Quand on a une démarche de croissance, quand on a une histoire à raconter, on disait, on séduit des clients, on séduit des talents, et en fait, on se donne le carburant pour aller plus loin. Et puis la croissance, c'est aussi des paliers. Et effectivement, à chaque palier, en fait, on consolide pour se projeter encore plus haut. Et c'est vrai qu'il faut une taille critique pour faire de la croissance externe, mais on l'a vu, une fois qu'on en a fait, on va en faire plusieurs. C'est pareil sur d'autres leviers de croissance, par exemple l'international. Le plus difficile, c'est d'en faire une fois. Mais quand on est à l'international, on voit des choses fonctionner différemment, ces sources d'idées, ces sources d'inspiration qu'on va pouvoir ramener en France. Et donc, en général, une fois qu'on a fait un pays, on en attaque plusieurs. Voilà. Donc, c'est une succession de paliers. Voilà. À chaque étape de croissance, la croissance, c'est une transformation, hein. Donc, à chaque étape de croissance, il faut travailler la performance, la résilience, jamais perdre de vue la rentabilité, jamais dévier en fait de ses valeurs aussi. Faut pas dénaturer le projet. Il faut arriver à rester aligné dans le projet qui était le projet de départ, dans la vision de long terme qu'on avait. Mais c'est vrai qu'il y a ce cercle vertueux qui me permet de dire que voilà, essayer, c'est l'adopter, et oser, ça vaut la peine. C'est le sourire aussi sur les lèvres des collaborateurs. Évidemment que l'ambiance en entreprise, le bien-être au travail est très très corrélé à la croissance de l'entreprise et à la dynamique. Voilà, donc à la fois pour des raisons, je pense, personnelles, et puis pour des raisons de performance et d'efficacité, la croissance, c'est vraiment une aventure qui mérite d'être tentée. Voilà, c'est aussi pour le territoire. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va laisser quand on va transmettre? On laissera une entreprise en fait, voilà, qui tient debout. On laissera en fait des salariés qui sont motivés. On contribuera à avoir de l'impact dans un territoire où on est engagé. Voilà, je crois que la croissance, c'est vraiment une belle aventure, et j'espère que beaucoup d'entre vous auront envie de la tenter. Merci à tous les quatre pour vos témoignages. Je pense qu'ils méritent d'être applaudis. Nous avons quelques minutes pour prendre quelques questions si vous le souhaitez. N'hésitez pas. On va faire passer le micro. Est-ce que quelqu'un a une question ? Juste ici. Merci beaucoup déjà. Merci parce que c'était très très riche. J'ai beaucoup apprécié, beaucoup d'échanges. J'apprécie beaucoup aussi qu'il y ait une seule femme et qu'elle prenne autant de place. Bravo. Je voulais juste poser une question par rapport au sens. Oui, alors excusez-moi, deux femmes. Excusez-moi. Non, il y en avait encore bien plus dans la salle, c'est pas la question. Ce que je voulais juste dire, c'est peut-être au niveau du sens. Ce qui m'a manqué, peut-être, ma dimension à moi, c'est le sens par rapport à la planète. Et le fait aussi que les jeunes d'aujourd'hui recherchent peut-être aussi des entreprises à une taille plus humaine, pas uniquement pour leur confort personnel, mais aussi parce que ça a une dimension de sens par rapport à la question de déchets, de recyclage, d'économie circulaire, etc. Et je voulais poser la question, donc, parce que ça a été peu abordé pour moi. J'apprécie beaucoup l'histoire des trois. Les trois.
parce que ça correspond exactement à mes valeurs de recherche de producteurs locaux, de circuits courts, etc. Et est-ce que donc dans les autres entreprises, il y a cette démarche également? Voilà, c'est une question. Qui veut répondre? Comme vous voulez. Je suis pas certain. Je suis désolé, je suis pas certain d'avoir tout à fait bien compris la question. On est un peu sur la planète et presque un peu l'environnement aussi, c'est ça, non? Ouais. C'est ça. Ouais, je me trompe pas. Hein. C'est ça. Alors, ouais, je réponds. Donc nous concernant, effectivement, c'est aussi quelque chose d'important. Donc bon, nous on est certifié ISO 14001, donc c'est la norme environnementale qui concerne notre métier. Aujourd'hui, on est aussi dans un monde dans lequel l'ensemble de nos clients, voilà, je l'ai dit, hein, ce sont de gros donneurs d'ordre. C'est des gens qui eux aussi nous invitent et nous poussent à avancer dans ce genre de démarche. Donc on a l'aspect un petit peu réglementaire des choses et on a l'aspect réglementaire, on a l'aspect de la norme également, et puis on sait que nous dans tous nos produits, aujourd'hui on est challengé aussi voilà, sur le packaging, sur les produits qu'on utilise, les produits de lavage, les produits de protection, donc voilà, donc je considère qu'à notre échelle à nous, effectivement on est engagé dans ce genre de démarche. On essaye de faire notre maximum. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Je ne sais pas le dire, mais en tous les cas, j'ai la sensation que ça fait partie des choses qu'on prend en compte, aussi pour le confort de nos salariés, c'est important. On est dans des métiers voilà, dans lesquels on travaille dans une usine, on est cloisonné, donc voilà, on essaye de faire en sorte que nos huiles soient bien évacuées, elles soient bien filtrées, que nos ateliers aussi soient climatisés. Voilà, donc ça fait partie des choses. J'ai la sensation qu'on essaye de prendre en compte, évidemment, oui. Aujourd'hui, je voudrais dire qu'il n'y a pas une entreprise en fait qui peut se développer sans prendre en compte ces enjeux. Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup le terme de responsabilité sociale et environnementale. C'est un bon début. C'est quasiment obligatoire. Si vous voulez travailler avec des grands comptes, si vous voulez attirer les jeunes, etc., tout de suite, les questions vont venir de dire qu'est-ce que vous faites au plan environnemental, social, au plan de la gouvernance, etc. C'est bien, mais pour moi, c'est bien, c'est un prérequis. On n'investirait pas dans une société qui n'aurait pas en fait un plan de progrès très clair là-dessus et qui n'aurait pas fait l'analyse des risques sociaux, environnementaux qu'elle encourt si elle n'a pas ce type de démarche. C'est bien, mais c'est défensif. Et moi, je préfère la notion qui se développe un peu d'impact positif. Et le sujet, c'est pas de remplacer les bouteilles en plastique par des bouteilles en verre. Le sujet, c'est comment, dans l'exercice de mon business, de mon core business, en fait, j'ai un impact positif sur la société. Parce que si on se projette à long terme, à 15-20 ans, il y a ceux qui vont encore être là, puis il y a ceux qui vont mourir. Et je peux vous dire que tous ceux qui contribuent pas à une réponse à une demande sociétale seront plus là. Les marchés en croissance aujourd'hui, si on cherche de la croissance à 2 chiffres, les marchés en croissance correspondent à ce que veut le client, c'est-à-dire ce que veut le citoyen, c'est-à-dire en fait un monde plus propre, mieux manger, mieux vieillir, être en meilleure santé et faire en sorte que notre planète s'appauvrisse pas. Et donc chez Généo, quand on investit, on regarde vraiment ça. Est-ce qu'on est positionné sur des business d'avenir ou est-ce qu'on essaye en fait de défendre des positions acquises sur les business d'avant ? Il faut être dans l'impact positif. De toute façon, pour raconter votre histoire de croissance, de toute façon, pour expliquer à vos clients et aux talents qu'il faut venir chez vous, que vous êtes, il faut être sur ces tendances d'avenir. Donc, c'est pas être utopiste que de dire qu'on répond à un besoin de la société. Alors maintenant, on appelle ça raison d'être. Mais je veux dire, pour moi, qu'on écrive une raison d'être dans ses statuts ou pas, peu importe. Est-ce qu'on répond à un besoin sociétal? Parce que c'est ça qui fera qu'on sera là demain, en réalité. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, on travaille là-dessus, on a 3 axes chez nous. Le recyclage, bien sûr, de nos déchets. On a du déchet, du carton, du bois. Malheureusement, on essaie d'avoir au maximum des emballages collectifs sur des composants, ne pas avoir une petite boîte par composant. C'est très compliqué à avoir. Le service achat chez nous se bat tous les jours pour ça. L'autre axe de développement, d'un point de vue énergétique, on est en train de finaliser notre étude photovoltaïque sur l'ensemble du bâtiment
pour autoconsommer l'énergie en journée, parce qu'on travaille en journée, donc on peut produire et consommer cette énergie. Et la dernière, on développe des produits pour nos clients et on calcule, on essaye de s'approcher au maximum, de se rapprocher du 100% sur des produits ou des composants ou matières premières qu'on met avec son taux de recyclabilité, donc qu'on puisse faire une seconde vie, l'aluminium, le cuivre par exemple, pour qu'on puisse facilement le recycler. Voilà. Merci. Ça répond à votre question? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour et merci. Vous parliez de façon assez importante un peu de capital financier, beaucoup de capital humain, Fanny en particulier, de marque employeur, de recrutement, de territoire, enfin tout ça s'est croisé avec un fabuleux territoire des Savoies qu'on a ici, il faut quand même le dire. Et pour autant, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à attirer, engager, recruter, fidéliser. Finalement, ma question elle est simple, c'est qu'il y a plein de prestataires, que ce soit des job boards, des cabinets, toutes sortes de choses, voire même pas de prestataires du tout, du réseau, de la cooptation, etc. Et est-ce que vous avez vraiment senti une tension de plus en plus forte sur la garde des talents, la recherche de talents ou de compétences sur le territoire dans vos entreprises? Et deux, quelles solutions on va dire, inédite ou innovante ou surprenante, vous pourriez nous livrer pour que ça aide tous les patrons de la salle à mieux s'en sortir? Merci. C'est ça. Voilà. Donc, non, je n'ai pas la réponse miracle. Et oui, en fait, c'est le sujet numéro 1 pour toute entreprise dynamique. Il y a une série de choses qu'on peut essayer. Il y a effectivement... moi, je dis d'abord faire bien le recensement de qui on a dans la boîte. Essayer de les comprendre, essayer de savoir ce qu'ils ont envie de faire. Je vous donne un exemple. Mon deuxième investissement à Chalon-sur-Saône, il a failli perdre, pendant qu'on était en négociation, il a failli perdre un cadre clé. Et il lui a dit « Mais pourquoi tu pars ?» Et le gars lui a dit « Mais moi, en fait, je rêve de créer ma boîte dans la réalité augmentée. » Et il dit « Tu crées ta boîte, tu veux faire de la réalité augmentée, ok, tu le fais pour moi, en fait. » Et il a monté un projet de réalité augmentée dans son entreprise. Et maintenant, il est capable, effectivement, de montrer à ses clients, parce qu'il fabrique des presses monumentales qui font 20 mètres de haut, de montrer la machine, même si son client est en Australie, etc. Et son client peut inspecter la machine, tourner autour, vérifier que c'est bien comme il veut, lui faire et on ajuste, etc. Et on fait du co-design grâce à la réalité augmentée. Ça, c'est top. Donc, bien comprendre, en fait, comment déjà bien utiliser les collaborateurs qui sont dans l'entreprise. Et franchement, parfois, on est surpris. Il y a des gens qui ont une passion. L'autre jour, j'étais à Orgelais, dans le Jura. Et puis, le gars qui me ramène à la gare de Dole, je lui dis « Et vous faites quoi dans la boîte ?» Il me dit moi, en fait, je suis en train d'automatiser toute la production. Je lui dis « Mais vous êtes informaticien, vous êtes… » Oh, non, mais je suis passionné par ça depuis que je suis tout petit, je bricole et tout. Et il est en train de le faire, en fait. Donc, des fois, on est étonné quand même, quand on recense bien les talents qu'on a dans l'entreprise, de trouver des choses dont on ne se serait pas douté. Alors, c'est vrai que du coup, c'est ce que vous expliquez, quoi, c'est de les voir, d'aller les voir, de discuter à la machine à café, puis à un moment donné, il y a un truc qui sort. Le deuxième truc, c'est effectivement, on en a parlé, comment attirer effectivement dans la compétition, être plus attractif que les autres. Donc moi, je pense que le récit, le storytelling, c'est hyper important. D'arriver effectivement à faire parler les gens dans l'entreprise. C'est pas que le dirigeant, il vaut mieux pour recruter des jeunes que ce soit vos jeunes qui parlent. Donc vous faites des vidéos YouTube, vous les mettez sur les réseaux sociaux et puis ça marche mieux que si c'est nous, parce qu'on parle pas le même langage en fait qu'eux. Donc voilà. Et puis après, il y a de se dire, on va arrêter de subir les évolutions du monde du travail, on va essayer de jouer avec. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent plus travailler dans une entreprise avec une hiérarchie, qui veulent plus faire la même chose tous les jours. Voilà, il faut faire avec. Moi, j'autorise le télétravail dans mes équipes, j'ai pas de problème. Ils passent pas tous les jours au bureau. Et s'ils ont envie d'exercer à partir d'une autre ville, ça dépend des postes, évidemment. On peut pas faire ça pour tous les postes. Mais il y a des postes où c'est pas gênant que la personne soit un jour ou deux en télétravail si c'est plus compatible avec sa vie personnelle. J'ai pas de problème non plus. Il y a une personne chez Généo qui sera pas en CDI, elle sera en Presta. Elle veut bosser 4 jours par semaine parce qu'en fait, elle veut créer sa boîte avec sa sœur à horizon 5 ans.
Bon, ben, moi, je suis super d'avoir des entrepreneurs dans l'équipe Généo Capital Entrepreneur. C'est top. Et donc, en fait, je lui ai fait un contrat de prestation de service parce qu'elle préfère, en fait. Voilà, je pense qu'il faut essayer d'être imaginatif, de se dire que la réponse, pas forcément une personne en CDI. Je reviens sur le temps partagé parce que je pense qu'il est sous-développé pour les PME. Voilà, on n'aura jamais... alors les gens disent il faut avoir des Chief Digital Officer maintenant. Bon, bah ok. Bon, enfin, pourquoi faire ? Pour développer les ventes par le digital, faire en sorte que vous vendiez sur le site internet, pour digitaliser la production, pour générer du service par la data autour du câble que vous posez, ça dépend. Et donc, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est très pointu sur votre sujet, qui vient en prestataire ou qui vient un jour par semaine dans la boîte. Et puis voilà, vous n'aurez pas un Chief Digital Officer en CDI. En fait, tout le monde s'en fiche parce que vous avez ce dont vous avez besoin. Donc voilà, le recrutement pur et dur, c'est vraiment super difficile. J'ai pas d'avis là-dessus. Je pense qu'une DRH à temps partagé, c'est pas mal aussi. C'est un vrai métier là, le recrutement. Et donc voilà. Mais je pense qu'en combinant voilà une série de choses et en finalement acceptant de changer voilà de mode de pensée, de vivre avec les évolutions du monde du travail en se disant qu'il y a aussi des bonnes surprises. Michel ou Romain, tu veux dire c'est bon ? Oui, juste, je voulais donner un exemple que l'on a mis en place chez nous. Je ne sais pas si c'est un exemple, mais en tout cas, ça nous paraît être une excellente idée. En fait, on travaille avec des structures spécialisées, ça s'appelle des ESAT, anciennement des CAT. Et dans nos équipes, en fait, on fait travailler des travailleurs handicapés qui sont encadrés sur des postes, on va dire, qu'on va appeler petites mains. Mais en fait, ces gens-là s'aperçoivent qu'ils travaillent essentiellement avec le cœur. Quand ils sont au cœur de nos équipes, je pense qu'ils tirent les gens vers le haut et non pas l'inverse. C'est assez sensationnel. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, je ne sais pas si c'est un exemple, mais en tout cas, ça marche et ça nous fait beaucoup plaisir. C'est bon ? Ok. On va clôturer cette conférence en laissant la parole aux organisateurs qui ne seront pas là. Je vais laisser la parole à Bruno Gastine, président de la CCI de la Savoie, et Gilles Bergui, conseiller départemental et président de l'antenne savoyarde de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Merci Justine, mais comment conclure après quelque chose d'aussi riche ? Alors je dois dire que je me suis pris la tête depuis 2 heures presque là en essayant de trouver une conclusion, Justine. Bon, je me lance. Allez-y. Je me lance. Alors j'ai compris, merci, j'ai compris que pour la croissance, il fallait du capital financier, logique, du capital humain, mais surtout un formidable catalyseur de tout ça qui est le rêve, l'ambition et le projet. Donc il faut les 3. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié le rapport à l'échec, qui est un énorme problème dans notre pays, parce que si on sanctionne l'échec, il n'y a plus d'innovation. Et s'il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de croissance. Donc il faut absolument qu'on fasse notre révolution culturelle sur le rapport à l'échec. Et puis ça m'a fait penser au rapport au succès, dont vous n'avez pas parlé, par humilité bien entendu. Et on a un vrai problème en France sur le rapport au succès. Parce que quand on échoue, on est cloué au pilori, et quand on réussit, on est suspect. Et c'est ça la vérité dans notre pays. Et en plus, on est taxé. Un petit peu moins maintenant. Mais quand même encore. Et du coup, j'ai deux citations qui me sont venues à l'esprit. L'une d'un abbé bien connu et l'autre d'un président de la République bien connu qui a écrit un bouquin il n'y a pas longtemps. Donc d'abord l'abbé. C'est l'abbé Pierre. Il a écrit « Le seul échec, c'est de ne pas oser ». C'est quand même joli. Et le président de la République, il a écrit « Les Français sont terriblement jaloux. Ils ne se demandent pas comment ils pourraient gagner plus, mais comment l'autre pourrait gagner moins. » Et je me suis dit que finalement, ça illustrait assez bien notre rapport à l'échec et notre rapport au succès dans ce pays. Ensuite, Fanny, vous avez parlé de l'effort commercial et des vocations commerciales. Et là, j'ai pensé à moi-même, parce que moi, je suis un ingénieur défroqué, Fanny. Depuis longtemps, j'ai finalement très peu pratiqué la profession d'ingénieur.
J'ai ensuite été commercial pendant très longtemps et après j'ai fait un peu de finance. Bon, ça c'est un peu moins agréable, mais j'en ai fait quand même. Alors, bon, j'en ai retenu quelque chose, c'est que le commerce n'est pas une perversion, mesdames, messieurs, et que le commerce est au cœur, bien sûr, de la création de valeur. Donc je ne vais pas vous inciter à tous défroquer dès demain, mais en tout cas, mesdames, messieurs, les techniciens, les ingénieurs, n'hésitez pas à défroquer. Effectivement, c'est au cœur de la création de valeur. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut écouter nos clients, rester vigilant sur les grandes tendances sociétales, sur les disruptions technologiques, numériques, et tout ça ne peut se faire qu'en défroquant et en allant au contact des clients et des prospects. D'ailleurs, mon cher Pascal, à la foire de Savoie, c'est l'occasion rêvée d'aller au contact de vos clients en étant exposant. En tout cas, si vous êtes dans le B2C, comme on dit, surtout, n'hésitez pas. Ensuite, vous avez dit, pas de croissance sans transparence financière. Et là, effectivement, mon expérience personnelle ne peut que conforter cela. Malheureusement, dans ma déjà longue carrière, j'ai eu des hauts et des bas, et plutôt des bas que des hauts. Et l'expérience m'a montré qu'il faut donner les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Et j'irais même jusqu'à dire, messieurs les banquiers, qu'il faut vous donner les mauvaises nouvelles dès qu'elles tombent, et les bonnes nouvelles, finalement, c'est moins urgent, parce que vous les prenez toujours. Voilà, mais les mauvaises, il faut vous les donner dès qu'elles tombent. Et effectivement, je vous encourage à suivre cette maxime si vous voulez garder la confiance de vos banquiers, y compris dans les mauvais moments, et ça vous sera bien utile après dans les bons moments. Vous avez parlé aussi de partage de la valeur. Je tiens à dire, puisque c'est aussi la mission des CCI de transmettre les politiques publiques, donc je prends ma casquette CCI pour vous dire que la loi Pacte facilite le partage de la valeur, puisqu'effectivement, si vous êtes une PME, vous allez pouvoir faire de l'intéressement, de la participation, en étant beaucoup moins taxé qu'avant. Donc saisissez-vous de cette opportunité. Et puis, je voudrais glisser du partage de la valeur au partage des valeurs. Parce que c'est ce que vous avez dit beaucoup plus longuement. Et effectivement, c'est en partageant ces valeurs avec toute l'entreprise et encore plus avec les candidats que vous recherchez si ardemment, que vous réussirez vos recrutements et que vous accélérez la croissance de votre entreprise. Vous avez parlé ensuite de la mesure de la satisfaction des salariés. Et là, ça m'a rappelé une conférence de je ne sais quel gourou américain. On lui demandait, mais c'est quoi le plus important ? Est-ce que c'est de mesurer la satisfaction des clients ou est-ce que c'est de mesurer la satisfaction des salariés ? Et lui, il a répondu, ne cherchez pas, c'est de mesurer la satisfaction des salariés. Parce que sans satisfaction des salariés, il n'y a pas de satisfaction des clients possible, puisque c'est eux qui sont au contact des clients. Finalement, c'est tellement évident. Et pourtant, dans une des entreprises que j'ai eu le plaisir de diriger et de présider, je me souviens d'une DRH qui m'a dit « Mais monsieur Gastine, vous n'y pensez pas. Si on mesure la satisfaction de nos salariés, mais ça va être une catastrophe. Ils vont se lâcher complet. On va en prendre plein la gueule. » Et en fait, on l'a mesuré, on en a pris plein la gueule, on s'est amélioré progressivement, et finalement, le jour où je suis parti, c'était pas trop mal. Peut-être parce que je suis parti, je ne sais pas, mais c'était bien meilleur. Donc faites-le, n'ayez pas peur, mesurez la satisfaction de vos salariés, même s'ils ne sont pas très nombreux, encore plus d'ailleurs s'ils ne sont pas très nombreux, mais ça vaut le coup de le faire avec un minimum de formalisme. Et surtout, suivez vos progrès. Ensuite, effectivement, il faut soigner sa gouvernance. C'est extrêmement important de ne pas rester seul face aux grands enjeux stratégiques. Là aussi, ça m'a rappelé une petite anecdote. À l'époque où, avec les cadres dirigeants de l'entreprise, nous avons racheté Métaux Spéciaux, MSSA, en Tarentaise, on aurait pu racheter seul. Et puis, j'ai proposé à mes collègues d'associer 3 business angels à ce rachat. Je m'excuse, Dominique, ils étaient parisiens, ils n'étaient pas savoyards, c'est encore une grande honte pour moi. Et on a bien fait de les associer. Ils ont mis un peu d'argent sur ça de prix, hein, Fanny. On leur a rendu à la fin. Mais surtout, quand il a fallu s'adosser à un groupe industriel plus important, trouver un adossement capitalistique pour MSSA, ils nous ont énormément aidés. C'est eux qui nous ont aidés à piloter le processus d'adossement stratégique et capitalistique de l'entreprise. Donc ça a été finalement déterminant.
Ensuite, je voudrais dire à Michel, je ne sais pas, Michel, si vous avez plus de 58 ans, c'est un peu indiscret. Non. Bon. Donc vous êtes dans les temps. Vous êtes dans les temps pour la transmission. Mais je signale à tous ceux qui sont avides de croissance externe que nous avons en Savoie plus de 20% des chefs d'entreprise qui ont plus de 58 ans, qui vont devoir transmettre. 20%, c'est énorme, c'est très très important. Et qui vont devoir transmettre. Donc le potentiel de croissance externe est extrêmement important. Et puis enfin, je ne vais pas répondre à votre question, monsieur, sur les difficultés de recrutement, mais juste dire, et petite page de pub, je m'excuse Justine, la CCI de Savoie donc, lance une formation sur attractivité et recrutement. Les problèmes de recrutement, c'est le premier frein à la croissance pour 59% des PME dans notre pays. Il vous faut à tout prix gagner la guerre des talents à tous les niveaux de recrutement, de l'ouvrier jusqu'au cadre et au cadre supérieur. Donc venez à cette formation, inscrivez-vous. On démarre tout juste, donc on va apprendre avec vous. La première session, on démarre dans les jours qui viennent. Et puis peut-être 2 petits conseils en amuse-bouche. Recrutez sur vos valeurs, celles de votre entreprise, et mobilisez tous vos salariés pour vos recrutements. Traditionnellement, on fait des entretiens d'embauche avec le chef, avec le DRH partagé, bien entendu, Fanny, avec le chef d'entreprise. Eh bien, essayez de faire les entretiens aussi avec les futurs collaborateurs de la personne que vous recrutez. Ça, c'est une petite astuce. Vous allez voir, en général, ça marche pas mal, ou ça marche très très mal. Mais si votre entreprise fonctionne bien, ça doit bien marcher. Voilà, merci à nos intervenants. Je vais passer bien sûr la parole à Gilbert après, mais je tiens à remercier avant nos intervenants, aux 4 intervenants, Fanny, Anthony, Michel, Romain. Merci à Justine qui a animé à nouveau ces rencontres de l'économie, cet invité économique de la foire cette année. Et puis merci à tous les partenaires de cet événement. Notre capacité à travailler ensemble fait partie du capital immatériel de la Savoie. Merci à tous. D'habitude, c'est les élus qui parlent plus longtemps, mais là, je vais faire court. Je suis frappé, n'étant pas entrepreneur, hein, vous l'avez compris, je suis plutôt dans le domaine de l'élu et avant, dans une autre vie, professeur. Je suis frappé du parallèle de ce que vous venez de dire avec nos collectivités. Alors, la croissance externe, on est en ce moment en plein dedans sur les restructurations de communautés de communes, sur la gestion du personnel, sur la participation, je dirais, des élus ou voire du personnel aux décisions. Et finalement, je me dis, ça serait bien d'inviter plus largement, je dirais, tous les élus à ce genre de rencontres. Alors peut-être qu'on fait venir les chefs d'entreprise, mais je pense que ça leur ferait du bien d'entendre ce souffle nouveau là, parce que beaucoup de réponses ont été apportées, ou du moins des directions de réponses ont été apportées. Je pense que c'est une bonne chose que les élus vous écoutent. Et puis une deuxième petite chose, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a frappé, c'est que régulièrement il faut s'arrêter, se mettre autour d'une table de manière informelle et regarder l'avenir. Je ne vais pas dénigrer mes collègues élus, mais souvent, on est tous aussi, comme les entreprises, pris dans le quotidien et on a besoin, je dirais, de regarder un petit peu plus longuement. Alors, je ne sais pas dans quel sens on va mettre. Hein, voilà. Il y a moins de soucis après de toi. Bon, ça va. J'avais bien compris. Voilà, donc chaque année, au moment de la foire, il y a ces rencontres économiques, ça nous permet justement d'avoir à nous reposer un certain nombre de questions. Ça nous fait du bien, ça nous fait de regarder, de lever un petit peu le regard sur l'horizon. Et puis enfin, je voudrais vous dire, bien entendu, que le département, la région, et en particulier l'antenne Aura Entreprise, bien entendu, est aux côtés des chefs d'entreprise, mais est-il besoin, à côté d'autres partenaires que sont bien entendu les chambres consulaires, le réseau Entreprendre, Savoie Angel, etc., qui sont nos partenaires, je dirais,
on fait ces rencontres économiques. Et puis je voudrais bien entendu faire comme Bruno, remercier bien entendu Fanny, ça m'a fait du bien aussi de vous écouter. Et puis tous nos chefs d'entreprise qu'on rencontre de temps en temps. Et j'ose pas dire que la Chautagne est presque dans mon pays savoyard, mais on a beaucoup travaillé ensemble dans le passé. Et ça sera encore l'occasion parce que les circuits courts, ces choses-là sont au cœur des préoccupations du département. Donc merci encore et je vous souhaite aussi nombreux l'année prochaine. Et pensez à inviter des élus, ça leur ferait du bien. C'est la fin de cette conférence. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci encore une fois à nos invités, aux organisateurs, aux partenaires et à vous tous présents ici.